Bienvenue à la Bibliothèque Médicis. Elle monte, elle n'en finit pas de monter cette querelle aux multiples dimensions sur la réforme du collège et de notre côté sur la refonte du contenu des programmes scolaires. Elle devrait entrer en vigueur au mois de septembre, à l'automne 2016, la réforme du collège, et elle concerne plus de 3 millions de collégiens répartis dans 7000 collèges. Elle alerte les enseignants et apparemment elle inquiète aussi les parents. L'école a une telle place dans la République, un tel rôle pour l'avenir des jeunes, leur place aussi dans la société, que Bibliothèque Médicis a décidé de s'en faire un écho, et avec les acteurs, c'est-à-dire les inspirateurs et en même temps ses adversaires, les adversaires de ces réformes. Alors, pour les programmes, Michel Lusseau, professeur, ancien président de l'Université de Tours, c'est vous qui présidez le Conseil supérieur des programmes, c'est vous le responsable? Alors, nous sommes responsables de ce dont nous sommes responsables, c'est-à-dire de la proposition de nouveaux programmes pour l'ensemble de la scolarité obligatoire. C'est-à-dire pas simplement le collège, du CP à la 3e. Mais le responsable, c'est vous, puisque vous l'avez présidé. Il ne faut pas dire non. Mais nous ne sommes pas responsables de la proposition de réforme du collège, qui là est faite par le ministère. On va voir, il y a deux points tout à fait distincts que nous traiterons. Avec Marie-Christine Blandin, vous êtes de cette maison du Sénat, bonjour, et vous êtes membre dans cette maison de la Commission de la Culture et de l'Éducation, et vous faites partie du Conseil des programmes aux côtés de Michel Lusseau. En face, Luc Châtel, 3 ans, de 2008 à 2012, ministre de l'Éducation. Vous n'avez pas connu d'histoire monumentale, vous, quand vous étiez ministre, toujours de l'agitation? Peut-être pas monumentale, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, mais dès qu'on veut toucher à tel ou tel texte... Oui, je vous confirme. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut accepter le cortège classique des opposants. Il faut accepter de ne pas être dans l'histoire de la grande réforme, mais le petit matin quotidien. Voilà. Patrice Guénifé, directeur d'études à l'École des hautes études des sciences sociales, historien reconnu pour la rigueur et la qualité de vos livres. Ne rougissez pas, notamment Histoire de la Révolution et de l'Empire, un document sur Jacques Bainville il n'y a pas longtemps, et puis Bonaparte, dont vous aviez parlé ici. Vous aviez annoncé que le 2e tome Napoléon allait sortir dans quelque temps. Dans combien de temps, Napoléon? Il arrive à son pas. Vous savez, Napoléon a vieilli, il ne marche plus aussi vite qu'au temps de la campagne d'Italie, mais il arrive. C'est-à-dire? C'est-à-dire 3-4 ans. Vous m'aviez dit que vous avez beaucoup plus d'estime pour Bonaparte que Napoléon. Oui, c'est vrai. Donc vous punissez Napoléon? Voilà, un peu. Et vous, François Martin, vous enseignez en Seine-Saint-Denis. Vous êtes un des détracteurs déterminés de la réforme du contenu des programmes. Alors, c'est davantage sur le latin et le grec, puisque je suis vice-président de la CNARELA, la coordination nationale des associations régionales des enseignants de langues anciennes. Et ça concerne 520 000 élèves au collège et au lycée public et privé. Alors, on va distinguer la réforme du collège. D'abord, au collège se joue souvent l'avenir de l'élève, et peut-être même de l'économie française, la société, etc., puisqu'on rappelle sans arrêt que 150 000 jeunes sortent chaque année des écoles sans la moindre qualification. Vous avez réformé à votre place et de manière quotidienne, les matins, le lycée. Pourquoi il faut une réforme du collège? Parce que le collège est sans doute aujourd'hui le maillon faible du système éducatif français. Nous le savons tous, je crois que c'est un constat partagé. Pourquoi? Je dirais pour 2 raisons principales. Premièrement, parce que nous avons des difficultés à l'école primaire que le collège n'arrive pas à corriger. C'est-à-dire que vous avez 18% en gros des élèves qui arrivent en 6e en ne maîtrisant pas les fondamentaux, la lecture par exemple, et le collège n'est pas préparé à interférer, modifier cela. Et deuxième raison, c'est parce qu'on a dévoyé le collège unique. Le collège unique, c'était une grande idée. C'était l'idée qui consistait à porter une génération complète au niveau du brevet. Le problème, c'est que il faut rappeler que c'est créé en 1972 par René Haby. René Haby. Sous Giscard d'Estaing. Le problème, c'est qu'on n'a pas adapté les structures et les pédagogies d'enseignement à cela, et qu'on a rigidifié le système. C'est-à-dire que chaque enfant est différent. Et quand vous avez une génération complète dans la classe, il vous faut tenir compte de celui qui a du talent et qui va aller vers l'excellence. Et l'école de la République, c'est celle de l'excellence. On ne doit pas baisser la barre parce qu'il y a une moyenne qui est moins bonne. Il faut tenir compte des 5 ou 6 qui ont un vrai talent et autres. Mais en même temps, il faut tenir compte des 10 qui risquent de décrocher et qui vous posent des difficultés. Les 150 000 on a
on a eu tort, etc. C'est droite-gauche confondue, successif. Oui, je pense qu'il y a une responsabilité collective sur cette question. Et les remèdes, nous les connaissons. Excusez-moi de le dire. Les remèdes, c'est d'abord de revenir aux fondamentaux. Moi, c'est d'ailleurs ce que je regrette dans la réforme qui nous est présentée. Je déteste le mot fondamental. Dans tous les domaines, excusez-moi, mais l'école a 3 missions pour moi. Instruire, éduquer, insérer professionnellement. Voilà, ça c'est déjà un fondamental. Ensuite, dans l'instruction, lire, écrire, compter. Quand vous avez 18% des élèves qui quittent le CM2 en ne maîtrisant pas la lecture, le calcul, votre système éducatif ne peut pas fonctionner. La faute à qui ? La faute à l'organisation du système, la faute au fait que depuis 30 ans, on met plus de moyens au lycée qu'en CM1, qu'en primaire. Et il est assumé par le système. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais les syndicats se mobilisent davantage pour le second degré et on met plus d'argent. On est le pays qui met le plus d'argent au lycée par rapport à l'école primaire. Donc il y a un vrai déficit par rapport à ça. C'est-à-dire que les co-gérants du système sont responsables. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité depuis des années qui consiste à penser qu'on va régler cette question par la quantité plutôt que par la qualité. C'est-à-dire qu'en gros, oui, c'est compliqué d'avoir une génération dans un collège. Je me tourne vers des enseignants, donc c'est le métier quotidien. C'est difficile. Mais vous inquiétez pas, on va vous faire des classes un peu moins chargées parce qu'on va recruter davantage de profs. Ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Donc, voilà l'état des lieux aujourd'hui. Il fallait une réforme du collège. Bien sûr, il fallait une réforme du collège. Donc, et il faut cette réforme du collège. Alors, il ne faut pas cette réforme. Pourquoi ? Parce que justement, par rapport au constat... C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait ? Non, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai d'ailleurs reconnu que sur certains aspects, par exemple l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire l'aspect personnalisation, ça allait dans la bonne direction. J'ai reconnu que 20% d'autonomie pour les établissements, ça va dans la bonne direction. Mais pourquoi je considère que cette réforme, globalement, ne va pas dans la bonne direction ? Parce qu'on a l'impression qu'elle s'attaque à ce qui marche et que finalement, elle ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Alors, elle s'attaque à ce qui marche. On va en parler les uns les autres. On va voir après sur les contenus. Mais Marie-Christine Lambin, cette réforme, les grandes lignes de cette réforme, Luc Châtel en a un peu parlé, mais ça donne plus d'autonomie aux chefs d'établissement et en même temps plus de liberté dans l'emploi du temps, le choix des programmes, peut-être pas encore dans le choix des enseignants. Et en même temps, la réforme prévoit la création de 4000 postes. Pourquoi il y a tant d'opposition, à la fois du côté des syndicats et du côté des parents, du côté des enseignants? Pourquoi le 19 mai, il y aura une grève de rejet à la fois des contenus et de la réforme? Moi, j'aime bien l'objectivité et à des critiques qu'on peut tous partager. Égalité d'accès, mais finalement pas égalité de chance, puisque ce collège n'arrive pas à traiter individuellement tous les enfants qu'il prend ensemble. Mais il y a aussi le regard international. L'étude PISA, qui compare les systèmes scolaires, montre la France avec des résultats moyens, ni très bons, ni très mauvais, mais montre que nous avions l'école la plus injuste puisqu'elle accroît les différences entre les élèves. Les bons sortent meilleurs, les mauvais sortent complètement décrochés. Donc maintenant, il vaut mieux que tout le monde soit mauvais. Injuste. Alors justement, parce que ce que l'on a comme impression, c'est qu'on a l'impression que les meilleurs, il faut les sanctionner, on va leur demander d'attendre que les plus mauvais montent à leur niveau. Ça, c'est une impression totalement caricaturale, véhiculée par des gens qui ont envie de casser le système. Alors qu'au contraire, nous avons eu... Et franchement, ce gouvernement n'a pas tenu toutes ses promesses. Mais sur l'éducation, faire une éducation nationale plus juste, bienveillante et exigeante, nous avons eu 3 ministres, Payon, Hamon, Najat Vallaud-Belkacem, ils tiennent la promesse et ça ne va pas être de tirer vers un nivellement plus bas les élèves excellents, c'est de faire une construction interne du collège où l'autonomie partielle n'est pas celle du chef d'établissement, mais celle des équipes pédagogiques dans des temps dédiés avec des groupes allégés où ceux qui sont excellents dans les langues anciennes, etc., pourront perfectionner encore plus et d'autres qui ont une appétence pour la création de micro-fusées en culture scientifique on va le voir tout à l'heure. Mais du coup, ce n'est pas du nivellement. On va le voir. La ministre Najat Vallaud-Belkacem, elle dit que réformer le collège relève de l'urgence républicaine, car le système actuel tire les élèves par le bas dans un collège à 2 vitesses, à peu près ce que vous dites.
Personne ne s'en plaint. Mais quand on veut la réformer, tout le monde proteste. Où est la cohérence? Où? Écoutez, le titre de Marianne, le massacre des innocents, qui figure sur votre pupitre, après ce qui s'est passé en janvier, utiliser le mot massacre pour ce qui se passe dans une réforme, je trouve ça un peu déplacé. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que je souscris. La deuxième chose, tout à fait. Il y a une mais il y a de très bons papiers de Jacques Julliard. Exacerbation et l'excellent papier de Régis Debray. Exacerbation médiatique de gens qui n'ont pas lu les programmes et qui pointent une chose, mais nous le verrons par la suite, qui pointent une chose et qui n'ont pas lu la page précédente, un peu comme les mauvais élèves oublient de lire les titres des chapitres. Donnez-moi un exemple. Eh bien, par exemple, nous avons vu dans la presse jeter en pâture: désormais, l'étude de l'islam est obligatoire et la chrétienté est facultative. Nous en parlerons dans un instant à propos de l'histoire. Ce n'est pas le cas. Mais attendez, mais ça, on va le voir avec l'historien. Dans Marianne, Jacques Julliard a dit, vous me direz si vous êtes d'accord pour vous contester l'école a besoin de sérénité, elle ne l'a pas. Elle a besoin de respect, elle ne l'a plus. Elle est vécue par beaucoup d'élèves, surtout dans les quartiers difficiles, comme l'ennemi, et les bons élèves comme des faillots. Souvent, être bon élève est devenu un déshonneur. Jacques Julliard, un des grands spécialistes de l'histoire de la gauche. Et pourquoi on en est arrivé là? Écoutez, je pense que ce collège unique que j'appelle de mes voeux, mais qui ne s'est pas donné les moyens d'accompagner chacun par un suivi personnalisé, doit être revu, et la brutalité du passage d'une école primaire par essence pluridisciplinaire avec un seul maître à l'éclatement horaire avec de multiples pédagogues qui se succèdent peut affecter certains élèves fragiles dans leur attention. Alors pourquoi il faut réviser les programmes en même temps que l'organisation du collège? Parce que les programmes eux-mêmes tournaient le dos à tout ce qui se pratique dans d'autres pays. On était sur des savoirs transmis avec chausse-pied, avec l'entonnoir, comme les oies qu'on gave, sans prendre attention de créer l'appétence et l'exigence. Une évaluation qui ne soit pas punitive, mais qui soit constructive et où l'élève lui-même est motivé pour franchir les marches. Alors, qui a envie de répondre? Moi, je veux bien répondre parce que je dirais, madame, que vous avez une vision du collège qui est vraiment passéiste. J'y vais régulièrement. Vous y allez peut-être régulièrement, moi j'y suis tous les jours, donc, et en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, donc je sais ce que c'est. Et quand on dit que l'élève n'a pas envie de venir au collège, c'est faux. Mais parfois, on ne lui donne pas les moyens de venir au collège. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. En début d'année, une élève qui voulait suivre latin, grec et un enseignement de section européenne, on lui a refusé, tout simplement. On préfère qu'elle soit en permanence plutôt qu'elle vienne faire du grec ou qu'elle soit chez elle. Donc déjà, il faudrait ouvrir l'école aux enfants pour pouvoir les faire réussir. Non, mais là, vous touchez au problème des budgets, du nombre de profs, du nombre de sections. Bien sûr. Je vais revenir sur ce que vous disiez aussi par rapport aux 4000 postes. C'est une annonce qui est mensongère, puisqu'on supprime les horaires de latin et de grec actuellement. Donc c'est autant de postes de récupérer. Je crois qu'il y a un moment où il faut le dire clairement, il faut que les parents soient au courant, qu'on ne crée pas des heures supplémentaires. Je suis d'accord avec vous, c'est très important qu'il y ait de l'aide individualisée. Or, l'aide individualisée telle qu'elle est envisagée dans le nouveau collège 2016, ce sera pris sur les cours, sur les horaires disciplinaires actuels et surtout, ce sera en classe entière. Donc, il y a un problème quand même quand on parle d'aide individualisée et que vous avez des classes qui sont de plus en plus chargées. Si vous avez 28 élèves, à raison de 55 minutes l'heure de cours, vous passez 2 minutes par élève. L'aide individualisée, pour moi, ce n'est pas ça. Donc on va voir maintenant le contenu. Il y a toute une discussion autour de ce qu'on appelait le charabia ou le jargon. Et moi, j'aimerais savoir, puisque j'ai la chance d'avoir Michel Lusseau, qui présidait le Conseil supérieur des programmes, ce qu'il en pense. Il y a quelques exemples qui frôlent le ridicule, je ne vais pas les citer, ou vous voulez que je les cite. Apprendre à nager dans une piscine et traduit traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête dans un milieu aquatique standardisé. Le ballon est rebaptisé référentiel bondissant. Un élève... Pas dans ce programme. Oui, non, mais en sport, pour écrire, maîtriser le geste graphomoteur, ainsi il automatisera peu à peu le tracé normé des lettres. Qui a écrit? Qui est le cuisse qui a écrit ça?
Alors ce ne sont pas des cuisses, ce sont des spécialistes, mais vous savez parfois la différence entre un vocabulaire technique et ce que le grand public peut appréhender comme du jargon et de la cuistrerie, cette différence est faible. Je note que vous donnez des exemples qui ne sont pas par exemple des exemples pris dans le programme de mathématiques ou de sciences ou de technologie, où le vocabulaire technique, voire le jargon est présent. C'est bien normal parce qu'il faut aussi que les programmes, s'ils parlent au plus grand nombre, parlent aussi aux enseignants. Donc, Monsieur le ministre, vous le savez bien, tout le monde ici, les enseignants sont aussi des professionnels qui ont leur métier, qui ont leur technique, qui ont leur professionnalité. Donc vous défendez ce charabia? Non, je pense que nous pouvons faire plus simple. Mais je pense qu'il est un peu injuste d'attaquer les programmes uniquement à travers cela. Après tout, dans cette bibliothèque, nous pourrions trouver de nombreux livres qui pourraient être soupçonnés de cuistrerie. C'est normal que les métiers produisent leur vocabulaire technique. Notre travail à nous, c'est d'améliorer, de simplifier. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, nous le ferons. Mardi sur Europe 1, justement, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a pris des distances avec ce qu'elle appelait elle-même le jargon. Et là, donc, pas de problème. Elle avait raison et elle dit on va simplifier pour le distribuer plus tard aux enseignants et aux parents. Ça va être fait. Bien sûr. C'est-à-dire que le texte qui est en circulation ne correspond pas à ce qui va être la réalité. Jean-Pierre Elkabbach, pour une raison simple, c'est que c'était marqué dessus comme le port salut, c'est-à-dire que les textes qui sont soumis aujourd'hui à consultation sont des textes provisoire de travail. Le Conseil supérieur des programmes a marqué au frontispice de chacun de ces cycles, ces textes sont là pour être débattus, amendés. Et nous avons déjà prouvé par le passé, pour le programme de maternelle comme pour le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, que nous étions capables de faire évoluer. Nous avons voulu donner à lire des textes non stabilisés, justement pour que ce débat ait lieu. Et justement aussi que pour Donc que... vous avez fait exprès qu'on ne comprenne rien pour qu'on comprenne mieux. Non, parce qu'il faut aussi que les enseignants comprennent quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et je voudrais juste prendre 30 secondes ou 45 secondes pour le dire. La raison d'être du Conseil supérieur des programmes, c'est de dire que les programmes scolaires sont des choses tellement importantes qu'ils doivent être discutés, débattus, non seulement par les professionnels, mais par la société tout entière. Et aujourd'hui, je constate que pour les enseignants, c'est parfois difficile d'admettre que des profanes viennent discuter de ces programmes. Il faut qu'ils prennent conscience que ce qui leur paraît un vocabulaire technique normal, utile, standard, peut poser question. Il faut donc que nous progressions vers des programmes qui soient plus lisibles. C'est un enjeu et le CSP veut parvenir à ce résultat. Donc la critique vous a touché. Hein, je vous regarde, elle vous a touché. La critique est justifiée, donc il faut évidemment que nous en tenions compte. Ouais, mais pourquoi pas avoir écrit de manière lisible pour qu'on comprenne plus facilement ce qu'on ne comprend pas et mobiliser le pays autour d'une réflexion sur des thèmes simples. On va voir le contenu de 2 ou 3 assez simple, c'est que ces textes ont été préparés par des groupes de spécialistes, que ces groupes de spécialistes, nous avons essayé de leur faire prendre conscience de cela, et ça n'a pas toujours été simple. Vous savez, il faut peut-être changer de spécialiste. Des spécialistes qui d'année en année représentent les mêmes commissions. Je ne suis pas moi expert, mais je lis des noms, je les retrouve partout d'année en année. Donc je me dis que peut-être, à l'exception de Madame Blondin, je me dis que peut-être... à mon exception aussi, je n'avais jamais fait de programme jusqu'à présent. Mais apparemment, vous en avez bavé puisque vous n'avez pas réussi à convaincre les spécialistes. Alors Luc Châtel, puis je voudrais réagir sur Michel Luceau parce que je suis en désaccord profond avec ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce qu'avec ce raisonnement, si vous le tenez jusqu'au bout, les spécialistes parlent aux spécialistes. Et à la fin, on ne sait même plus pourquoi on discute et on n'a plus en tête la finalité. Moi, je ne sais pas, je suis peut-être pas, je suis pas enseignant moi-même, j'étais étranger à ce ministère quand j'y suis arrivé, mais avec des principes simples, on peut imaginer que transmettre le savoir, c'est rendre des choses compliquées simples. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on rend des choses simples compliquées. Et l'illustration, Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure, en témoigne. Donc, il se trouve que nous avions, vous savez, supprimé le Conseil supérieur des programmes. Parce que, mon prédécesseur, Xavier Darcos, avait supprimé... Ça n'était pas exactement le même type de conseil. L'ancien, puisqu'il n'avait pas les mêmes prérogatives, les mêmes compétences. Je considère que c'est une prérogative du ministre de l'Éducation nationale qui doit bien sûr débattre avec la société, avec les enseignants, avec les parents, mais qui à la fin doit arbitrer en la matière. Donc c'est une vision très différente de ce qui se fait aujourd'hui. On peut imaginer que la ministre va arbitrer. Quand il y aura, il y a une consultation en ligne qui se fait du 11 mai au 12 juin, pendant un mois, et à partir de là, il y aura des réformes, si j'ai bien compris, sur le contenu même.
Oui, c'est-à-dire les programmes, pour le moment, ne sont pas fixés. Des inflexions. Il faut bien savoir que le principe du Conseil supérieur des programmes, c'est qu'il propose les textes au ministère, qui ensuite, Monsieur le ministre le sait bien, traduit ces textes en décret, en arrêté. Ça, ce sont les modalités. Mais on va prendre l'enseignement de l'histoire. Ce n'est pas le Conseil supérieur des programmes. On va prendre l'enseignement de l'histoire. Là, les plus grands historiens crient halte au scandale et au martyr. Pourquoi, Patrice Guénifier? Qu'est-ce qui vous choque? Eh bien, ce qui me choque, bien que, bien sûr, vous allez contester mes propos et probablement me traiter de pseudo-intellectuel se mêlant de ce qui ne le regarde pas et qu'il ne comprend pas, ce qui me choque, c'est que ce projet de réforme des programmes, au fond, aggrave la situation de l'enseignement de l'histoire qui n'est déjà pas brillante. Parce qu'il suffit de faire un sondage auprès de vos proches, auprès des enfants de vos proches, pour vous rendre compte que l'enseignement de l'histoire, eh bien, personne n'y comprend rien. Et le niveau des élèves sortant du collège, puis sortant du lycée en histoire, est très faible. Et il y a un lien entre la faiblesse de ce niveau et l'enseignement de l'histoire tel qu'il leur a été donné. Et il me semble que ce projet, sans changer fondamentalement les questions étudiées, va aggraver cette situation, ne serait-ce que par la diminution du temps consacré à l'enseignement de l'histoire, du fait de l'introduction de l'interdisciplinarité. Les heures étant consacrées à cette interdisciplinarité, il va bien falloir les prendre quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire, l'interdisciplinarité? Des enseignants... Je ne sais même pas ça comment s'appelle les enseignements pratiques. Voilà. Pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Pluridisciplinaire, c'est pas la même chose. Voilà. Mais il va bien falloir prendre les heures quelque part, 20% du temps d'enseignement. On ne va pas les demander aux maths. On ne demande jamais aux maths de faire des sacrifices. On va bien sûr demander à l'histoire géo et on va demander à l'enseignement du français de faire quelques sacrifices horaires. Avec un programme qui déjà, dans la plupart des cas, n'est pas mené à son terme, année après année. Bon, alors, mais toujours sur le fond, sur le fond, il y a autre chose. Vous ne critiquez pas le fait que la chronologie est apparemment respectée. La chronologie est globalement respectée. Mieux rétablie d'ailleurs. Peut-être, mais dans un enseignement de l'histoire qui reste éclaté. C'est-à-dire où on traite successivement des thèmes plutôt que des périodes, même s'il y a un semblant d'ordre chronologique. Et dans l'ensemble, si on suit le fil, il est très difficile de trouver une cohérence globale à l'enseignement de l'histoire. Une parenthèse, Madame Blandin ou Monsieur Michel, pourquoi il y a dans la proposition des programmes concernant l'histoire, à aucun moment la référence à une personnalité éminente qui émerge, Charlemagne, De Gaulle, je dis en vrac, Mitterrand, Churchill. Il y a quelqu'un qui a dit... On parle du roi absolu, on voit quand même qu'il y a 2 ou 3 profils derrière. Voilà, quand on vous parle de Louis XVI, c'est un personnage. Non, quand on parle de roi absolu, automatiquement on pense à Louis XIV. C'est ce que vous dites. Dans la situation française, ça paraît difficile de ne pas y songer. C'est quelqu'un qui dit, ça m'a assuré, enfin on va pouvoir parler de la royauté sans parler de tel ou tel roi. Louis XI, Louis XVI, Louis XIV, je ne sais pas. Ils y sont, rassurez-vous. Et puis les contemporains, c'était une parenthèse. Moi, je voudrais revenir sur les heures prises aux disciplines au profit de ces temps interdisciplinaires, comme vous l'avez fustigé pour l'aide personnalisée éventuellement. Je vais vous donner des exemples. Dans ces temps interdisciplinaires, parler de Galilée en culture scientifique, avec l'enseignant d'histoire et avec l'enseignant de mathématiques pour les chiffres romains, ne spolie pas les disciplines, mais les fait travailler ensemble et donne à l'élève soudain une cohérence des savoirs. C'est ainsi, avec espoir, que je les vois. Alors, je trouve que juste une seconde, parce qu'il se trouve qu'au lycée, j'ai mis en place l'accompagnement personnalisé et on a travaillé sur l'interdisciplinarité. Et moi, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est important que le professeur d'histoire travaille avec le professeur de français, le professeur de lettres, sur des thématiques données. Le problème, c'est que nous sommes... Je reviens aux difficultés, au constat. Le constat, c'est que nos élèves ne maîtrisent pas suffisamment la base. C'est-à-dire, ils manquent de repères. Ils n'ont pas la chronologie, les principales dates et autres. Donc, si vous prenez du temps qui est consacré aux fondamentaux, à l'apprentissage de la chronologie, la base, et que vous le transmettez sur un temps qui va être consacré sur l'interdisciplinarité, où les élèves ne vont pas avoir de repères, moi je ne crois pas qu'on améliorera le système et qu'on améliorera le niveau. Les repères et les disciplines sont là.
les temps d'interdisciplinarité sont peut-être les enzymes pour rendre digeste l'appétence sur la chronologie, sur les langues anciennes, etc. C'est l'espoir que je fonde. Les enzymes... Juste un point, je pense que le débat sur les programmes est un peu perturbé par la réflexion parallèle sur la réforme du collège. Il ne faut pas oublier que les programmes sont les programmes de l'ensemble de la scolarité et que si vous prenez l'histoire... Et d'ailleurs, il faudra aussi parler de la géographie, puisque c'est d'histoire-géographie qu'on parle. Si vous parlez de l'histoire en cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, vous apercevez que la progression est intégralement chronologique, que les rois sont cités, on commence avec Charlemagne, Louis IX, François Ier, Louis XIV, Louis XVI, que cette chronologie est respectée. Et que le programme d'histoire cycle 3, cycle 4 est très centré sur la France, ce qui d'ailleurs nous est reproché par d'autres historiens qui estiment que cette histoire est trop nationale. Je rajoute une dernière chose. Je comprends le souci qui vient d'être dit, que l'histoire soit bien enseignée, comme la géographie, comme le français et que sais-je. Mais il faut savoir que quels que soient les horaires que nous pourrions y consacrer, le programme d'histoire universel ne pourra jamais être enseigné exhaustivement et intégralement. Il faut faire des choix, d'autant plus que les professeurs, et Monsieur le ministre, vous le savez bien, parce que vous avez entendu cela au jour le jour, les professeurs se plaignent que les programmes ne sont pas réalisables, ne sont pas faisables. Il faut donc bien faire des choix. Bien sûr. Mais Monsieur Dussault, vous dites, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est laissé au choix de l'enseignant. Alors plus exactement, il y a dans chaque thème un point obligatoire et 2 points qui sont laissés au choix des enseignants, dont un est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un thème obligatoire et le reste, il y a dans chaque thème au moins 2 points. On prendra des exemples. Alors, Patrice Guénivet, l'historien, après on parlera du latin, vous inquiétez pas. En laissant de côté la chronologie et le découpage, par exemple le fait de mettre Louis XIV, parce que moi là-dessus je vous rends un point. Je pense qu'effectivement les rois ne sont pas occultés ou niés. Louis XIV, à la fin de la 5e, donc à un moment où très probablement on ne l'étudiera pas, on n'aura pas le temps. Et on commencera d'emblée en 4e par le XVIIIe siècle et la monarchie absolue sans avoir eu ses origines. Rebelote en 3e, puisque la fin de la 4e aura fini par la guerre de 14-18, et on va passer en 3e au totalitarisme sans avoir étudié leurs origines. Bon, toutes sortes de petites incohérences. Bien sûr, le point qui fâche, c'est celui de la distinction entre l'optionnel et l'obligatoire. Parce que, compte tenu de la réduction prévisible du temps consacré à l'enseignement de l'histoire, eh bien la tendance existera fatalement à ce que l'optionnel passe à la trappe et à ce que ne reste que l'obligatoire. Alors après, bien sûr, ça va être chaque enseignant qui va s'arranger avec tout ça. Il faudrait nous donner des exemples. Alors, prenons des exemples. Pourquoi vous dites au Figaro, tout ce qui rappelle tant les racines chrétiennes de la France, tant que le fait national est passé sous silence. Parce que 3 matières, 3 sujets ne sont pas considérés comme impérativement obligatoires. Le christianisme médiéval, qui d'ailleurs n'est abordé que sous l'angle d'une société rurale contrôlée par l'Église. Non, faux. Encadré. Non, pas faux. Faux. Thème numéro 2 de 6e, habiter un espace non, mais je de parle pas de la travail. C'est après que ça se gâte. Mais... En 6e, vous avez la naissance du judaïsme et la naissance du christianisme. Une société rurale encadrée par l'Église. Oui, mais regardez le thème. Oui, mais regardez avant, le thème, s'il vous plaît. d'autres choses. Regardez le thème. Laissez-le finir d'abord. Laissez-le finir et Michel Dussault. C'est-à-dire en parlant du Moyen-Âge, au moment où effectivement l'Église est la base d'une civilisation. Ensuite, deuxième temps fort pour notre société, qui est occulté, le temps des réformes. C'est quand même de là que sont nées les nations et l'État. L'Europe moderne, elle est née de la crise des réformes et des contre-réformes. Et enfin, quand même, les Lumières. Alors je sais bien, la Révolution française demeure un enseignement obligatoire. On ne peut pas la traiter sans faire référence à Rousseau et Montesquieu. Mais néanmoins, ça veut dire que les Lumières, qui sont la base et qui sont aujourd'hui un enjeu très important, au moment où on dit que la vocation de l'école est de faire de la citoyenneté. Alors sacrifier les Lumières dans ce contexte, ça me paraît une folie, tout simplement. Pourquoi dire que l'enseignement du christianisme est sacrifié à l'avantage de l'islam? C'est vrai que... Parce qu'il est optionnel et l'autre est obligatoire. C'est faux, vous ne parlez pas de la même classe. Attendez, 5e, thème 1, 5e, thème 1, islam, début, expansion, société et culture. En gras, donc obligatoire. 2, église, pouvoir politique dans l'Occident chrétien de 11e au 15e siècle. Et c'est vrai, société rurale encadrée par
par l'Église en facultatif. Je pense qu'il faut reprendre un peu tout cela et je pense que le débat montre, peut-être que nous n'avons pas suffisamment expliqué, mais je pense aussi que le débat montre un vrai problème de lecture des programmes. Oui. Nous avons une lecture littéraliste des programmes qui ne convient pas parce que si nous restons dans cette lecture-là, nous trouverons toujours sur les difficultés que vous notez, quels que soient les programmes, ou alors il faudrait que les programmes ne comportent rien, on finira par nous suspecter que nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout à l'année de 5e de telle chose et commencer l'année de 4e par telle autre. N'utilisez pas de jargon et peut-être que nous comprendrons mais mieux. Justement, regardez ça. L'enseignement est structuré par thème. Il y a en gros 3 thèmes par année, c'est-à-dire un thème par trimestre. Le thème définit l'orientation obligatoire de l'enseignement. Si je prends le thème 2, société, église et pouvoir politique dans l'Occident chrétien, c'est ça le thème du trimestre. Ne dites pas que ce n'est pas le thème puisque c'est écrit. Non, il dit que c'est le thème, mais ce qui dit qu'à l'intérieur de facultatif, mais regardez bien, je vais aller jusqu'au bout de la démonstration. À l'intérieur du thème, vous avez un point qui absolument doit être étudié pour la moitié du trimestre. C'est la construction du royaume de France et l'affirmation du pouvoir royal. Parce que nous estimons que c'est nécessaire de faire apprendre l'histoire de France aux jeunes enfants et nous estimons que c'est nécessaire de le faire à partir d'une réflexion sur un pouvoir royal qui, sauf erreur de ma part, a quelques relations avec la chrétienté et avec l'Église. Ensuite, les 2 autres thèmes, société rurale et société urbaine, pour aller vite, un des 2 doit être pris au choix. Et il doit être étudié à partir de l'orientation du thème. En quoi la société rurale est une société marquée par la chrétienté ou en quoi la société urbaine est une société marquée par la chrétienté. Donc ça, c'est la défense du Conseil supérieur. On peut contester ce choix, mais on ne peut pas dire que la chrétienté disparaît de l'enseignement parce que tout simplement, ça n'est pas le cas. Alors écoutez, si j'ai tort, eh bien la faute vous revient à tout le monde. Bien sûr, nous l'assumons. l'assumons. Votre langage abscon et le fait que vous n'êtes pas assez cartésien. Ce n'est pas donc vous avez oublié la maxime. C'est dommage. C'est dommage que vos textes ne parlent pas ou ne s'expriment pas comme vous. Attendez, je rebondis. Parce que vous avez cité le thème numéro 2, j'entends vos arguments, mais prenons le thème numéro 1. C'est la même chose. La Méditerranée, un monde d'échange, 6e au 13e siècle. Vous avez un thème obligatoire qui est l'islam, début, expansion, société et culture. Depuis 1952 en France. Très bien. Moi, j'y suis très favorable. Je l'ai toujours dit. Mais vous avez un thème facultatif. Vous avez un thème facultatif qui est les empires byzantins, carolingiens, entre Orient et Occident. Monsieur le ministre, reprenons la même démonstration. Et j'assume le fait, en tant que président du CSP, que nous n'avons pas suffisamment expliqué. Donc nous expliquerons mieux. Mais c'est un vrai problème. Parce que c'est ça qui crée de la polémique. Regardez. Si vous donnez le sentiment de reléguer au second plan l'empire byzantin, l'empire carolingien, alors que l'islam, l'histoire de l'islam est obligatoire, imaginez l'émotion que ça suscite. 2 choses. D'abord, je rappelle que la naissance du judaïsme et la naissance du christianisme sont abordées longuement en 6e, et c'est normal. Absolument. Parce que nous avons respecté la chronologie sur l'ensemble du cycle 2, du cycle 3 et du cycle 4. Nous n'avons pas voulu brouiller cette chronologie. C'est un choix qui a été fait. On pourrait en discuter, mais nous avons fait ce choix-là. La Méditerranée est le thème, parce que nous estimons que le bassin méditerranéen est fondamental. Oui, c'est très bien. On retrouve la même chose. On trouve intéressant que vous-même reconnaissiez que c'est peut-être pas assez clair. Il va y avoir des corrections et on verra ces corrections. Là, en 4e, le thème 1, c'est l'Europe et le monde 17e, 19e. Oui. Un monde dominé par l'Europe, les empires coloniaux, les échanges commerciaux et les traites négrières. Déjà au programme. Attendez, vous avez bien dit les traites négrières. Oui, déjà les traites négrières. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il me semble qu'il y a un progrès. Parce qu'autrefois, on disait la traite négrière. C'est-à-dire que vous incluez les traites faites par l'islam et les pays africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on inclut le travail récent d'un certain nombre d'historiens anglo-saxons et français que je ne veux pas citer pour ne pas leur faire du tort. Bon, alors bravo. Ça veut dire que vous incluez ce qui a conduit mon ami et collègue Pétré Grenouillot devant un tribunal. Le fait d'avoir parlé il y a quelques années de traite négrière. Non, il a frôlé le tribunal, il n'y est pas allé. Certains se sont arrangés pour qu'il n'y aille pas, mais il a eu le prix d'histoire du Sénat il y a quelques années. Bon, mais ça, c'est et la ligne suivante, c'est société et culture au temps des Lumières. Ce n'est pas du langage optionnel. Non, regardez, c'est-à-dire que soit on prend les Lumières à partir de l'exemple européen, soit on les prend à partir de leur exportation via, par exemple, l'étude de la Révolution américaine. C'est-à-dire c'est une manière d'entrer dans un problème. L'histoire est plurielle. L'historien Ganifet, les Lumières, c'est l'histoire de notre civilisation. Mais c'est l'histoire de notre République. Et aujourd'hui de notre République. Mais donc, imaginez que ce soit en option, c'est choquant. Mais non, ça n'est pas en option. Les points qui apparaissent en option. Dans le texte,
et la présentation du texte, que ce qui sera obligatoire est en caractère gras et ce qui est facultatif en caractère léger, moins gras. Donc, ce qui est facultatif, c'est plus exactement, c'est le mot qui est employé, c'est un choix qui est proposé aux enseignants. Et si vous regardez bien ces thèmes, et en fonction un choix d'orientation, c'est l'un ou l'autre. Mais regardez bien vous-même, Monsieur le ministre, si nous prenons la différence entre société et culture au temps des Lumières et révolution américaine, liberté politique et nouveau monde, c'est une manière de dire aux enseignants d'histoire qui sont des grands professionnels, ils sont recrutés à un niveau de maîtrise de leur discipline qui est remarquable, autrement on ne les recruterait pas comme ça, j'imagine. C'est une manière de dire que vous pouvez aborder les Lumières à partir de la réflexion sur ce que la société européenne a fait de ces courants de pensée, mais vous pouvez aussi peut-être décaler la manière de le regarder à partir, par exemple, de la Révolution américaine qui n'est pas pensable sans son rapport aux Lumières. Il parle si bien qu'on pourrait se laisser séduire et on pourrait croire ce qu'il dit. Attends, encore, Patrice Guéliffet, puis on va... Mais ça n'est pas compliqué, c'est tout à fait simple, et c'est s'appuyer sur la capacité des historiens à faire des choix. Oui, je crois qu'à votre niveau de compétence et de responsabilité, l'ambiguïté est délibérément recherchée. Non. Parce qu'au fond, l'ambiguïté, c'est ce qui permet de faire ce que l'on veut ensuite. Maintenant, je voudrais vous dire deux choses. Il me semble que derrière la manière dont vous concevez l'enseignement de l'histoire, il y a l'expression d'une tendance générale à l'épuration de l'histoire, sous l'idée que moins d'histoire, c'est plus de citoyenneté. Ce qui me semble être un calcul absolument faux et aux conséquences dramatiques. Et je crois qu'en même temps, il y a en plus de cela beaucoup de lâcheté dans ce programme. Parce qu'au fond, nous savons très bien qu'il y a des sujets qui deviennent très difficiles à enseigner dans les collèges. Par exemple, le christianisme, et Julliard en parle dans son papier. Par exemple, les Lumières, parce que les Lumières, c'est la laïcité, c'est les droits des femmes. Donc il y a une lâcheté, vous dites, on escamote. Oui, parce que ça permettra de ne pas traiter les sujets qui fâchent, ça permettra de ne pas traiter les sujets qui fâchent ou qui posent problème. C'est donc une sorte de capitulation et de recul face à une situation où, au contraire, il faudrait plus d'enseignement de l'histoire dans la perspective de fabriquer plus de citoyenneté. Juste une remarque. Les mots que vous utilisez montrent bien que vous passez d'un registre à l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le registre du critique de ce que nous proposons comme capitulation, lâcheté, procès d'intention sur ce que nous viserions. Mais je suis un pseudo-intellectuel. Nous avons simplement voulu proposer un enseignement de l'histoire qui, oui, s'appuie sur la capacité des enseignants à faire des choix. Mais il ne faut reculer devant aucun type d'enseignant. Il y a de l'idéologie en vous, comme il y a de l'idéologie en lui. Et ces événements, mais je ne parle pas de capitulation et de lâcheté. Vous-même dites que le mot est sans doute un mot un peu fort. Et pourquoi vous vous mobilisez autant, vous qui êtes un historien qui travaille sur les textes? Pourquoi d'un coup? Je ne suis pas passé par l'école privée, je suis un pur produit de l'école publique. Mais nous en sommes tous là. Si je n'avais pas eu l'école publique, et notamment l'école élémentaire et le collège, je n'exercerais pas le métier aujourd'hui que j'exerce. Et donc je suis plein de gratitude envers l'école publique parce que je lui dois au fond tout. Donc, vous étiez bon élève. J'étais bon élève. Il faudrait qu'elle s'élargisse. Mais je venais d'un milieu... Vous vous rendez compte? Il faudrait que cette gratitude s'élargisse. Oui, j'étais bon élève. Mais attendez, dans le journal du dimanche, et il y a quelques jours sur Public Sénat 22h, Pierre Nora, le grand historien des lieux de mémoire, disait ces programmes portent la marque de l'époque, une forme de culpabilité nationale qui fait la part belle à l'islam, à la traite négrière, il aurait dû dire aux traites négrières, c'est un progrès, et à l'esclavage, et qui réinterprète le développement de l'Occident de la France à travers le prisme du colonialisme et de ses crimes. C'est l'expression d'une France fatiguée d'être elle-même. Voilà ce qu'il dit derrière vos programmes. Oui, il se félicite également du retour de la chronologie, d'une histoire. Oui, c'est pour ça on l'a traité, on a déjà dit la chronologie. Je pense qu'il parle autant des détracteurs que du contenu des programmes, quand il parle d'une France fatiguée. Vous l'annexez. Non, mais je pense, sincèrement, lisez bien. Oui, non, mais j'ai très bien lu. Mais vous voyez, vous retenez la moitié qui vous arrange. Peut-être moi la moitié qui m'arrange. Écoutez, pour faire avancer le débat. Maintenant, nous allons parler
nous allons parler du latin. Non, sans parler du latin, moi, je pense qu'il faut revenir vraiment sur l'ensemble du dispositif qui a été mis en place par le CSP. Moi, je ne me serais pas permis de me présenter devant vous sans avoir lu les programmes, comme de nombreux collègues l'ont fait. Et j'ai été particulièrement étonné d'y trouver cette phrase. Le Conseil a tout particulièrement besoin de recueillir des informations et avis sur les points suivants. J'ai bien vu que c'était des projets de programme. Et une consultation va débuter le 11 mai. Pour tous les enseignants. On peut se demander quels seront les résultats. Donc sur les informations que vous avez besoin de recueillir, il y a entre autres la lisibilité des projets et la pertinence des contenus d'enseignement proposés, etc. J'ai envie de vous demander, ce n'était pas votre travail, ça? Alors, je vais tout de suite vous éclairer très rapidement. Nous sommes 18 membres. Il y a 6 parlementaires, 3 de droite, 3 de gauche. Et des chercheurs, des gens des sciences de l'éducation. Nous n'allons pas à 18 écrire tous les programmes, évidemment. Donc, cycle par cycle, matière par matière, nous nous reposons sur des groupes d'élaboration où il y a des experts dont vous mentionniez le fait qu'il faudrait peut-être en changer. Et vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Bon. Ces experts nous ont proposé des rédactions. Celle que vous fustigez, où il y a de l'obligatoire et du facultatif, a été un choix pour un cycle. Le cycle précédent, ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils ont fait du rédactionnel. Eh bien, nous avons connu ça dans une autre production du CSP qui est le Socle, où il y avait des rédactions par compétence et par savoir qui ont été soumises aux enseignants, puisque vous l'évoquez. Et ce qui nous est remonté, c'est telle page et telle page, on ne comprend pas. Telle compétence mériterait d'être dans les savoirs et tel savoir dans les compétences. Ils ont pointé les erreurs. Et il y a eu des amendements, des inflexions et une montée en qualité de la rédaction du socle. C'est le mécanisme que nous appelons de nos voeux. Et peut-être la remontée des enseignants, dont je déplore qu'il n'y ait pas un système de remontée des parents, dira que la rédaction numéro 2 avec l'obligatoire et le facultatif est inopportune et que celle qui est au fil d'une rédaction égale est bonne. Peut-être dirait-on le contraire, on ne sait pas. Nous sommes ouverts. Ce qui est intéressant, c'est que ça déclenche un débat national et collectif qui va peut-être aboutir, à travers les passions que vous exprimez les uns et les autres, à des changements substantiels dans les programmes qui vont être présentés. Je pense qu'il y a un risque par rapport à... Alors, le latin. Non, alors, sans parler du latin directement, je pense qu'il faut encore parler de ça. Il y a un risque, c'est qu'ici, on a des programmes qui sont basés sur le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et en fait, ce sont les ratés du premier socle commun mis en place en 2005 qui reviennent à la charge ici avec le nouveau socle pour essayer de le faire passer auprès des enseignants. Le premier socle n'a pas été... Je ne comprends rien à ce que vous dites. Le premier socle commun a été mis en place pour les élèves en 2005. Les enseignants l'ont rejeté massivement. On avait créé un livret de compétences avec des cases à remplir. C'est il y a 10 ans. Non, là, on est en train de corriger. On ne corrige pas malheureusement. On a fait évoluer, mais on n'a pas corrigé. Soyons efficaces. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans sur l'interdisciplinarité. Il faut revenir justement sur l'histoire. C'est important parce que le programme de 6e, on nous montre, et on le dit souvent, je pense que c'est bien l'interdisciplinarité, mais on la pratique déjà actuellement. Pourquoi le ministère ne donne-t-il pas des heures en plus pour mettre en place cette interdisciplinarité? Pourquoi la prend-on sur les disciplines? C'est une question quand même. Dans la fin du cycle 3, pour le programme de 6e en histoire, il y a 3 thèmes et 2 thèmes retiennent mon attention évidemment. Les croyances et les récits fondateurs dans la Méditerranée antique au 1er millénaire avant Jésus-Christ, le thème 2, et le thème 3, l'Empire romain dans le monde antique. Jamais à un moment on voit évoquer pour l'interdisciplinarité le latin et le grec là-dedans. C'est quand même grave. Belle proposition. Oui, vous écoutez. Nous avons fait des propositions au ministère le 31. Vous dites à terme, François Martin, vous dites à terme, le latin et le grec vont disparaître. Il y a des défenseurs du latin et du grec un peu partout. Vous pensez que les humanités vont disparaître dans les programmes qu'ils ont indiqués? Dans ce qui est prévu, de toute façon, il n'y a plus d'enseignement optionnel du latin et du grec. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'il n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, quand on a 3 heures, on fait de la langue. Il n'est pas obligatoire. Voilà les objectifs tels qu'ils étaient définis dans les anciens programmes. Mieux connaître la langue française en s'intéressant à ses origines. Développer sa culture générale en histoire, en droit, en littérature, en politique et en art.
apprendre plus facilement les langues vivantes. Quand on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que le socle commun, ce fameux socle, et le domaine numéro 1 qui est concentré sur les langages pour penser et communiquer, quand on parle de langues étrangères ou régionales, à mon avis, dans la rédaction du socle commun, il aurait été intelligent de penser à écrire langue étrangère, régionale ou ancienne, puisque les langues anciennes ont une vraie place là-dedans. Est-ce que M. Martin ne peut pas faire partie du conseil rénové, parce que c'est ce qu'il dit pourrait alimenter vos débats. Juste une chose. C'est pas vous qui l'avez nommé, c'était M. Vincent Payon. Oui, tout à fait. Le CSP n'a pas été saisi de l'enseignement du latin et du grec, parce que l'enseignement du latin et du grec fait partie d'un enseignement optionnel qui n'est donc pas dans le cadre de la scolarité obligatoire. Et nous, notre champ d'action était simplement la scolarité obligatoire. Le résultat, c'est que François Darcos, Régis Debray, Marc Fumaroli, Cécilia Suzoni, spécialiste du latin, Heinz Weissmann, le Nobel de médecine Jules Hoffmann et probablement Luc Châtel pétitionnent pour dire alerte. Ce projet est en train d'entériner la mort du latin et du grec. Mais il se trompe, il mélange tout. Le socle dont nous avons fait les programmes est un contrat moral entre la société et son école de la République. Chaque enfant sortira en ayant ses connaissances, ses compétences, etc. Et donc, il n'y a pas de latin. Voilà. Non, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre le latin. Il faut arrêter de... obliger tout le monde qu'il faut vraiment arrêter ce discours. Parce qu'on fait croire depuis des années qu'avec le socle, on nous l'a déjà dit en 2005, les élèves sortiront tous du collège avec un bon niveau de maîtrise du socle. C'est faux. Et moi, je voudrais revenir sur l'arrêté aussi. Avez-vous lu les projets d'arrêté? Quand on dit les contenus des EPI sont établis en fonction des programmes définis pour chaque discipline d'enseignement, comment voulez-vous qu'on crée un EPI langues et cultures de l'Antiquité quand il n'y a pas de programme langues et cultures de l'Antiquité? C'est quand même merveilleux. Mais là, il y a un problème. Madame par rapport Blandin au vous a dit CSP. qu'elle retenait votre suggestion et peut-être que le Conseil en fera ça. Mais vous les critiquez. Non, moi je suis. Enfin, vous ne pouvez pas dire ce sera mieux demain et tout le monde va apprendre le latin. C'est faux, vous le savez très bien. Je n'ai pas dit tout le monde va apprendre. Tout le monde aura une connaissance. C'est la ministre qui a dit 100% des élèves. J'ai dit le contraire. J'ai dit il n'y a pas le latin dans le socle. Moi, je voudrais expliquer simplement la différence. Je voudrais expliquer simplement. Moi, je n'ai pas du sérail, je n'ai pas de jargon. Je vais essayer d'expliquer. Vous avez le vôtre. Simplement. Aujourd'hui, vous avez 20% des élèves qui ont un enseignement qui est optionnel de latin ou de grec. Il se trouve, ça va peut-être vous décevoir, Madame Blandin, que ce sont entre guillemets plutôt des bons élèves. J'en faisais partie. Ben, tant mieux, vous voyez, donc ça devrait vous encourager à faire en sorte qu'il y ait le maximum de bons élèves. Donc c'est plutôt ceux qui après se destinent à l'élite de notre pays, c'est l'excellence de la République, on en a besoin. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront plus cette compétence optionnelle. Ils auront un enseignement dans le cadre du cours de français, où ils auront cet enseignement dans le cadre de l'enseignement interdisciplinaire, relégué au même niveau que le développement durable, la santé ou la sécurité. Qui ne sont pas des petits sujets. Qui ne sont pas des petits sujets, mais qui n'ont rien à voir. Oui, mais à force, vous voyez, moi j'ai passé 3 ans au ministère de l'Éducation nationale, où à chaque conseil des ministres autour de la table, vous aviez un de mes collègues qui me disait « Tiens, en fait, il faut que je te voie, parce qu'il faut qu'on mette la sécurité dans les programmes, il faut qu'on mette le développement durable à l'école, il faut qu'on mette la sécurité routière à l'école, il faut qu'on mette le secourisme à l'école. » Ok, avec ça, ils ont 70 heures de cours par semaine et ils ne savent rien à la sortie. Voilà. Donc il y a un moment où il faut décider, il faut choisir l'essentiel, le fondamental. Qu'est-ce qu'on attend d'un élève? On attend d'un élève qui maîtrise la langue. Aujourd'hui, ils ne maîtrisent pas la langue, nos élèves. Ce qui est et au centre des l'objectif, programmes. excusez-moi, d'un conseil supérieur des programmes, c'est justement de faire en sorte qu'ils maîtrisent bien la langue. C'est au centre des 3 programmes, oui, mais si des vous 3 cycles. diminuez les cours de langue ancienne, qui sont l'essence même de la langue, ils apprendront encore moins le langage. Vous enseignez la langue différemment. Vous On peut enseignez apprendre des langues qui ne sont pas des vous langues romanes. enseignez Oui, dans mais alors, des... la même chose, excusez-moi parce que on fait une conversation, monsieur Lusso m'interpelle, on peut apprendre d'autres langues. Excusez-moi, proposer à des élèves de collège d'apprendre une deuxième langue vivante, alors qu'ils ne maîtrisent pas la première langue vivante de leur langue natale, et qu'ils ne maîtrisent pas du tout la première langue vivante, c'est-à-dire l'anglais, c'est à désespérer des choix qui sont faits. Les programmes sont centrés sur l'apprentissage de la langue et l'apprentissage des mathématiques.
mathématiques. En cycle 2 et en cycle 3, c'est l'essentiel de l'enseignement. On nous reproche même qu'en cycle 2, les programmes sont trop centrés exclusivement sur le français et les mathématiques. Je rajoute aussi que désormais, il y a l'apprentissage d'une première langue vivante dès le cours préparatoire, puisque l'on sait que l'immersion très précoce, juste je termine. Donc on ne peut pas dire que ces programmes sont en régression par rapport aux précédents concernant l'apprentissage du français et des mathématiques. À ce stade de la discussion, est-ce que je peux demander au président Michel Lusseau, oui. Qu'est-ce que vous changeriez vous-même dans ce document? Je pense que nous allons écrire plus précisément un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous allez corriger vous-même? On a parlé du jargon tout à l'heure. Il y a des passages sur lesquels il faut revenir. Il y a des remarques qui nous ont été faites, qui sont des remarques très intéressantes, un peu techniques, mais très intéressantes. Sur le cycle 2 et le cycle 3 en français, certains groupes nous disent « N'êtes-vous pas trop confiants dans ce que l'on appelle les méthodes de résolution de problèmes ?» C'est-à-dire, est-ce que nous ne sommes pas trop persuadés que les enfants sont capables par eux-mêmes d'apprendre le français. Donc nous allons y réfléchir. Autre chose. En mathématiques, on insiste sur le fait que des critiques venant de l'Académie des sciences nous disent « Votre programme de mathématiques n'insiste pas assez sur la dimension expérimentale des mathématiques. » Nous allons insister sur la dimension expérimentale des mathématiques. Qu'est-ce que vous faites ? En histoire, nous allons mieux expliquer un certain nombre de choix et nous verrons si effectivement les enseignants, puisque les enseignants sont consultés et ils sont quand même concernés, si les enseignants qui nous avaient demandé de pouvoir jouir de choix, vous devriez élargir aux parents aussi. Mais sur la chronologie, mais nous sommes favorables à ce que les parents s'expriment au Conseil supérieur des programmes. Et vous allez changer encore quoi? Et nous pouvons également nous ressaisir de cette question des lettres classiques parce que, en fait, nous avons été nous-mêmes un peu dépassés par les événements et nous pensons qu'il y a une vraie discussion de fond à avoir sur le rapport des jeunes enfants à la fin de la troisième aux cultures et aux langues de l'Antiquité. Mais ce n'est pas une question facile. Il est incontestable qu'on doit avoir des éléments d'histoire du langage. Ça, c'est fondamental et c'est présent dans les programmes. Il est incontestable qu'on doit avoir des éléments de connaissance de la civilisation de l'Antiquité. Nous allons essayer d'y pourvoir. L'enseignement de la langue, c'est une problématique encore différente. Donc on voit que vous allez corriger beaucoup de choses. Bien sûr. Mais c'est toujours les mêmes 18 ? Ah ben, nous sommes nommés toujours les mêmes 18 ans, qui vont faire de l'autocritique. Non. Les critiques que vous entendez ici, nous les avons à l'interne portées par rapport à nos experts qui sont restés extrêmement têtus. On ne tient pas compte des déclarations de la ministre. Quand la ministre inonde les télés et les journaux avec sa volonté de donner accès au latin et au grec à 100% des élèves, puisque c'est bien ce qu'elle dit, en pointant du doigt les 20% qui les étudient actuellement, le CSP n'a rien proposé à l'intérieur. Et quand vous dites que les programmes... Attendez, dans la commande, il y avait quand même des éléments linguistiques et culturels des langues anciennes. Que retrouve-t-on dans les programmes de 6e? On retrouve l'étymologie et un peu de base verbale en 5e. Ça existe déjà dans les programmes actuels. Donc il n'y a rien de nouveau. Combien d'élèves vous enseignez en zone défavorisée? En zone d'éducation prioritaire, pas défavorisée. C'est ce que ça veut dire quand on traduit dans le sens. Mais il y a beaucoup de gens qui font du latin et longtemps qui font du latin. Il y a 60 élèves. Quand ils s'inscrivent en 5e, ils montent en 4e et en 3e. Et j'ai des élèves qui font latin et grec. Ouais. En zone d'éducation prioritaire, l'élitisme, on ne le connaît pas. Il y a de bons élèves dans le collège qui prennent cette option. Ils aiment. Oui. Et ils ont raison. Et surtout, on se bat, mais comme plein de collègues en France, on se bat pour que les élèves aient accès. Monsieur Lusseau, vous avez dit ce que vous allez réformer ou une partie de ce que vous allez corriger. Mais nous attendons les résultats de la consultation aussi. Quand votre nouveau projet, on en débattra probablement avec le même équipage. En septembre. Mais alors à ce moment-là, on nous a dit que c'était en septembre qu'allait être appliquée cette réforme. Non, en septembre 2016. Donc là, vous l'aurez en septembre et le débat à nouveau repartira à partir de ce que vous aurez corrigé pendant l'été. Vous allez avoir un été studieux. Mais bien sûr, comme tous les universitaires. Mais, voilà, mais tenez, tous les universitaires. Puisqu'on écrit les livres pendant l'été. Ah bon, mais tenez compte. Hein. Et j'en écris aussi. Ah ben oui. Sur quoi, par exemple? Eh bien, le prochain sera sur le nouveau rapport des lieux, des individus aux lieux dans un monde urbanisé. Exemple? Eh bien, par exemple, comment l'urbanisation change la façon dont nous pratiquons les lieux et nos lieux de vie. Vous voyez, si vous êtes concret, et là on comprend beaucoup mieux, par exemple, que dans la conclusion du rapport du Conseil supérieur,
Les enseignements ne sont pas interdisciplinaires au sens où ils mobiliseraient nécessairement des notions et concepts communs à des disciplines différentes. Ils permettent en revanche de s'appuyer sur des connaissances issues des disciplines mais appliquées à des objets communs au sein d'un projet porté par les étudiants. C'est très important. C'est très important pour une raison claire. Mais dès que vous traduisez, je comprends. C'est très important parce que ça veut dire que ce qui est visé n'est pas de faire des élèves des spécialistes d'une interdiscipline hypothétique. Ce qui est visé, c'est que les disciplines concourent à des enseignements communs. Les historiens, les géographes, les mathématiciens, les professeurs de français enseignent aussi des méthodes qui sont communes. Il faut essayer aussi d'éviter la polémique. Je lis quelques-uns qui disent accepter une telle réforme, c'est préparer une invasion de l'islam, voter, c'est le Munich de l'esprit, il y a des conneries, pardon, des bêtises qui sont dites, etc. Même un grand linguiste, Alain Bentolila, prétend que le collège est le cimetière des enfants fragiles. Bon, mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de creuser les inégalités? Est-ce qu'au nom de, le frein à une forme d'élitisme, on n'est pas en train de rabaisser et rapetisser ceux qui passent par les écoles? Un collège encore plus inégal, excusez-moi, mais par rapport au latin, on a créé donc cette EPI, qui est une thématique, qui n'est pas encore une discipline, et suite à la grogne, la ministre a proposé un enseignement de complément, qui est ni plus ni moins une option. Or, on nous dit que c'est dans cet enseignement de complément qu'on fera de la langue. Il y aura un vernis de civilisation sur le pays. Mais qui va avoir accès à ce complément de langue? On va créer une inégalité, on va créer une option élitiste. Luc Châtel. D'abord, est-ce que, alors pour accélérer, puisqu'on va terminer aujourd'hui, est-ce que quand ces jeunes, les élèves, sortiront du cycle, ils rentrent en 2016, ils sortiront probablement en 2022, 2023, en 2023, est-ce qu'ils sont en état de lutter contre, de se comporter dans le monde tel qu'il va être au XXIe siècle? Non. Est-ce que sortant de là, ils sont prêts à aborder le XXIe siècle? La concurrence, la compétition, les rapports avec les autres grandes puissances, le monde qui est en train d'émerger et les métamorphoses technologiques, est-ce qu'on est capable? Parce que je vous rappelais tout à l'heure ce que je considère comme être les 3 missions de l'école. Ils ne seront pas mieux instruits parce que perte de repères, abandon de certaines disciplines. Ils ne seront encore pas mieux insérés professionnellement parce que, si vous voulez, le collège, c'est quoi aussi? C'est être capable de comprendre qu'il y a des intelligences différentes, qu'il y a des jeunes qui font du grec et du latin à 12 ans et qu'il faut tirer vers le haut et les emmener en classe préparatoire. Puis il y en a d'autres qui, dès 14 ans, il faut peut-être envoyer en classe professionnelle ou en apprentissage. Ce gouvernement est quand même celui qui a voulu supprimer l'apprentissage à 14 ans et qui a légiféré sur ce point. Non, mais c'est important parce que tout le monde supprimer la formation des enseignants. Non, mais là, allez, on est en train d'aller vers la conclusion. On reviendra. Allons-y. Alors, donc nous pensons qu'il faut un collège. Pas trop. Oui, je m'efforce de le faire. Il faut un collège qui ne soit pas uniforme. Il faut un collège qui soit capable de s'adapter à la diversité des parcours. Et que j'avais expérimenté ce qu'on a appelé le pré-pro. C'est-à-dire que dès la 4e, on ait des classes pour des élèves dont on pense légitimement qu'ils devraient s'orienter vers le professionnel. Mais cette préorientation n'est pas définitive. Elle a la possibilité de revenir. Donc je pense que c'est la bonne direction. C'est-à-dire l'idée qu'on fasse un collège qui permette de s'adapter à la diversité des élèves, exigeant sur le fond. Parce que c'est pas en baissant le niveau, qu'on fera monter tout le monde. C'est pas comme ça que ça marchera. Il faut rester exigeant et faire en sorte qu'il y ait toujours cette élite qui est le creuset de la nation, mais en même temps, pour que les élèves soient adaptés au XXIe siècle, il faut être capable de les préparer à l'orientation et donc à l'insertion professionnelle. Patrice Guénifé. Bien, je crois que si cette double réforme est mise en œuvre, eh bien, comme d'habitude, un égalitarisme, d'ailleurs principalement rhétorique, aboutira à aggraver les inégalités et accélérera la fuite vers le privé. Donc vous montrez tous que vous allez être vigilants et on vient d'entendre ce qui est relativement rassurant, puisque la ministre aussi l'a dit, et là le président Lussot, Madame Blandin le confirme. Il y aura d'autres travaux pendant tout l'été, la présentation d'un nouveau projet. Et c'est vrai que sur l'école, son organisation, ses programmes, son avenir, il y a de grandes voies qui sont intarissables, il y a des débats qui sont infinis que nous reprendrons, même s'il n'y a peut-être pas de schéma parfait pour l'école, mais nous les reprendrons. La guerre, disait Clémenceau, l'inimitable Clémenceau, est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux militaires. On peut se demander si l'école est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux enseignants et aux syndicats d'enseignants et aux experts. Si le citoyen veut que la réforme change et qu'elle s'adapte, qu'elle bouge,
c'est simple, comme on le fait les uns et les autres, eh bien que le citoyen l'affirme et s'affirme lui-même, comme toujours, il peut avoir le dernier mot. Merci à vous tous. Merci. Et à la prochaine fois avec le prochain débat, en septembre-octobre. Merci à vous tous. Merci, à bientôt. Merci.